Il est 13 h à Abidjan. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 8 février. Près de 800 kg de cannabis saisis à Grand Bassam, valeur 20 millions de francs CFA. La drogue a été saisie dans le village de Modeste. C'est suite à un appel anonyme. À qui appartiennent ces colis et à quel marché étaient-ils destinés? L'enquête nous situera. Le ministère des Ressources animales et halieutiques dément la vente de thon avarié en Côte d'Ivoire. Le poisson thon livré sur le marché ivoirien est donc de bonne qualité et vous pouvez le consommer à souhait. Ne vous fiez pas aux rumeurs. Et hors de nos frontières, au Tchad, 10 partis d'opposition suspendus pour troubles à l'ordre public. Parmi les 10 partis suspendus figure le Parti démocratique du peuple tchadien, dont la marche a été avortée mardi dernier. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On part directement pour Grand Bassam où près de 800 kg de cannabis ont été saisis par la brigade de gendarmerie. La valeur est de 20 millions de francs CFA. Retour sur les faits avec Abou Sanogo. Cette importante saisie de drogue a été opérée sur le plan lagunaire du village de Modeste sur la route menant à Grand Bassam par les éléments de la brigade de gendarmerie de la localité. Il s'agit de près de 800 kg de cannabis, dont la valeur marchande est estimée à près de 20 millions de francs CFA. Exploitant un appel anonyme, le commandant de brigade met en branle ces éléments qui d'ailleurs effectuaient une patrouille dans la zone du village de Modeste. Une fois sur les lieux, ils aperçoivent un véhicule auprès duquel ils découvrent 5 ballots remplis de cannabis. Toute chose qui les conforte à en savoir davantage sur la nature des colis contenus dans le véhicule. À cet effet, ils le conduisent dans les locaux de la brigade de Bassam. Et sans surprise, tous les ballots dont les véhicules étaient chargés sont aussi remplis de cannabis, ce qui fait un total de 13 ballots de cannabis pour un poids d'environ 800 kg. Les présumés trafiquants ayant pris la fuite. À ce propos d'ailleurs, le commandant de la brigade de gendarmerie de Grand Bassam invite la population à collaborer étroitement avec les forces en dénonçant tout acte suspect. Depuis un certain moment, des rumeurs font état de la mise sur le marché de thon avarié. Le ministère des Ressources animales et halieutiques dément cette information. Le poisson thon livré sur le marché ivoirien est de bonne qualité. Il n'y a pas de thon avarié sur le territoire ivoirien donc. Le point avec Francis Boifo. Dans les rues d'Abidjan, par SMS et sur les réseaux sociaux, des rumeurs sur la consommation du poisson thon. On m'envoie même un SMS pour me dire que le poisson thon est intoxiqué de ne pas manger. Mais moi, j'en ai mangé. Même ce matin. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de complications. Moi, je n'ai rien vu sur le poisson thon. Puisqu'à midi, j'ai mangé avec mes soeurs. Hier à midi aussi, c'est la même chose qu'on a mangé. Moi, je n'ai rien vu dessus. J'ai mangé bien, il n'y a rien à voir. Sur la question, le ministère des Ressources animales et halieutiques rassure. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a jamais eu de production tonnière qui soit intoxiquée ou avariée qui est mise sur le marché ivoirien. Et mieux encore, ce sont des tonnes que l'industrie tonnière en Côte d'Ivoire produit et une grande partie est exportée à l'Union européenne. Et nous avons toujours eu les félicitations de l'office qu'on appelle OAV qui veille à assurer l'inspection de toutes les productions extérieures de l'Union européenne qui envoient des denrées à l'Union européenne. Et à chaque fois qu'il y a des inspections, la Côte d'Ivoire s'en est toujours sortie avec les félicitations de l'Union européenne. Au moment où nous réalisons l'interview, une nouvelle rumeur sur le tilapia. Évitez de manger du tilapia, car depuis le 26 mai, le CIMIA, Système mondial d'information et d'alerte rapide, qui est une branche de l'OMS, a trouvé dans le tilapia un virus hautement dangereux et mortel. Faites passer l'information autour de vous. Encore une fois, c'est archi faux. Le tilapia qui est consommé en Côte d'Ivoire n'a pas de virus hautement pathogène et tout le monde peut consommer le tilapia tranquillement. Le poisson en Côte d'Ivoire peut être consommé sans aucune crainte, aussi bien pour le tilapia, aussi bien pour le thon que tous les autres poissons que nous inspectons avant leur livraison à la consommation. Voilà qui rassure les populations sur la consommation du poisson en Côte d'Ivoire. On va s'intéresser au transfert de la capitale. Ce rêve du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara l'a annoncé à l'occasion du Nouvel An.
Qu'est-ce qui est prévu pour la ville de Yamoussoukro dans le cadre de ce transfert? Comment les populations et autorités de la ville accueillent la nouvelle? Ce dossier de Sidonie Davila répond à toutes ces préoccupations. Regardez. Le transfert de la capitale à Yamoussoukro de nouveau à l'ordre du jour au gouvernement. Le sentiment qui domine à Yamoussoukro en ce début d'année 2018, c'est l'espoir. C'est une aubaine pour nos populations de Yamoussoukro parce que vraiment, à Yamoussoukro, on n'a pratiquement pas d'institutions ou bien vraiment des structures appropriées pour certains types de papiers. Le terme capitale désigne la ville où siègent généralement les pouvoirs nationaux d'un État. Cependant, dans certains pays, la capitale constitutionnelle n'est pas le siège des institutions, à l'exemple des Pays-Bas, dont la capitale est Amsterdam, mais toutes les institutions se trouvent à La Haye. Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, la décision est prise en mars 1983. La volonté du président Félix Houphouët-Boigny prend forme après un vote du Parlement ivoirien. Le président Henri Konan Bédié rend cette loi applicable en 1997 et de nombreux projets sont annoncés. Le palais de la présidence, l'aménagement de la voie triomphale, la construction des différents ministères et toutes les institutions de l'État. À Yamoussoukro, le constat est clair. Les nombreux travaux entamés par Pierre Fakouri Organisation n'ont pu aboutir pour des raisons diverses. Il y avait certains préalables qui devaient être posés avant qu'on ne parle de transfert de la capitale. Il fallait déjà établir une liaison routière pérenne, sécurisée, entre Yamoussoukro et Abidjan. C'est ce qui a été fait. Donc c'est déjà un premier pas de ce transfert. Un appel d'offres international avait été lancé pour reprendre le plan urbain du directeur, l'actualiser et le livrer aux autorités ivoiriennes, ce qui aussi a été fait. Ensuite, quand nous nous sommes penchés sur ce transfert, nous avons estimé que ce transfert était surévalué, surdimensionné. Il a fallu l'actualiser, le redimensionner, le reproportionner. En 2006, le programme spécial de transfert de la capitale à Yamoussoukro, PSTC, voit le jour pour passer de l'étape de projet à la réalité. Dans le cadre donc, du contrôle de l'action gouvernementale que les députés ont, je cherche à m'enquérir de la situation, de l'application d'une loi de la République qui date de 1983, qui a fait l'objet d'un commencement d'exécution à travers un décret portant création du programme spécial de transfert de la capitale à Yamoussoukro, et qui a fait l'objet d'un autre décret en 2012 qui a dissous ce programme spécial de transfert de la capitale à Yamoussoukro. Le transfert de la capitale s'est-il évanoui? Pour autant, avec la dissolution du programme... Ce qui nous rassure, c'est que, premièrement, c'est Alassane Ouattara qui le dit. Nous savons que cet homme est attaché à sa parole, donc il va le faire. Deuxièmement, il s'adresse à son peuple. Et en fait, c'est au cours d'un conseil des ministres. Donc ça va se réaliser. Je pense qu'il met ainsi en mission ses collaborateurs ministres pour réaliser ce projet-là au plus vite. Yamoussoukro capitale, toutes les populations de la Côte d'Ivoire vont en bénéficier parce que de partout, Yamoussoukro est le centre. L'ambition du gouvernement, c'est de remettre à flot cet important projet qui aura également un impact sur la politique de décentralisation du pays. C'est une opportunité parce que désormais, la capitale étant à Yamoussoukro, les Ivoiriens n'auront pas forcément besoin de parcourir de grandes distances pour venir à Abidjan où tout est concentré. Et en plus, le président veut mettre un point d'honneur sur le développement des villes secondaires. Au niveau des infrastructures, un plan national de développement du district autonome de Yamoussoukro a été élaboré dans le cadre de ce transfert. Le district autonome de Yamoussoukro a écrit un plan stratégique de développement qui s'étale sur les 15 prochaines années et qui prévoit des investissements d'un montant d'environ 600 milliards de francs CFA dans tous les domaines d'activité. Nous allons, par exemple, très bientôt nous lancer dans la promotion immobilière. Il s'agit de construire 5 000 logements par an sur 8 ans. Ça fait 40 000 logements. Nous allons construire un abattoir, nous allons construire un mall, nous allons faire pas mal de choses. La population de Yamoussoukro, avec à sa tête les propriétaires terriens, salue la volonté du président Alassane Ouattara de traduire en actes l'ambition du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny.
Ces derniers ont donné une partie de leur terre pour la réalisation de ce projet. Vous voyez quand vous entrez dans Camille, il y a des grandes voies bitumées qui dans ces premiers temps là étaient même éclairées. Il y a l'eau, l'adduction de l'eau jusqu'au bout du goudron quand vous prenez d'un bout à l'autre. C'est des zones qui sont déjà occupées pour le développement. La route précède le développement. Mais moi, je dirais plutôt que la capitale précède aussi le développement. Avec toutes les retombées économiques et sociales que va générer le transfert de la capitale, les populations ont hâte de voir ce projet connaître un grand coup d'accélérateur. Le transfert de la capitale à Yamoussoukro est une promesse de campagne du président Alassane Ouattara. Elle va bientôt prendre corps, surtout avec l'installation du Sénat, après celle de la Chambre des rois et chefs traditionnels et la reprise des travaux. Voilà, c'était un dossier réalisé par Sidonie Davila Waka. Les élus de Côte d'Ivoire s'instruisent sur le développement local. La rencontre se tient avant l'Assemblée générale de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. C'est une activité qui a lieu chaque année. Pour la fin de l'exercice 2017, l'UVICOSI a échangé sur les thématiques avec la Direction générale des impôts et le ministère des infrastructures économiques. Franck Quadio. Le réseau routier ivoirien, 4000 km de voirie urbaine, dont plus de la moitié concentrée à Abidjan, 1212 km bitumés et 830 km en terre. Le gouvernement est à la tâche pour rechercher des ressources pour que l'ensemble des capitales régionales et l'ensemble des capitales départementales puissent bénéficier des réseaux bitumés. Les études sont déjà terminées. Les recherches de financement sont en cours. En ce qui concerne l'entretien et la réhabilitation de ces voiries-là, un programme a été élaboré pour l'année 2018 et ce programme sera porté à la connaissance de la population par le ministre des Infrastructures économiques. 11 milliards de francs CFA consacrés à la réparation de surfaces en voirie revêtue et 3 milliards pour la réhabilitation des voies en terre. De plus, 1 milliard pour l'entretien des feux tricolores, dont 246 carrefours pour la zone d'Abidjan. Un programme présenté aux élus locaux ivoiriens dans le cadre des échanges annuels en prélude à l'Assemblée générale de l'Union des villes communes de Côte d'Ivoire. La création d'emplois, facteur de croissance économique, constitue également l'un des piliers du développement local. Ce développement local repose aussi et surtout sur l'exploitation et la valorisation des ressources locales ainsi qu'une fiscalité locale appropriée. La route précède le développement, a-t-on coutume de dire. Cela justifie toute la volonté des maires de Côte d'Ivoire de tisser un partenariat fructueux avec les autorités étatiques chargées des infrastructures économiques. En plus des questions infrastructurelles, la Direction générale des impôts est intervenue sur les questions de fiscalité locale et de création d'emplois. Des échanges à juger enrichissants. L'État est en train de jouer sa partition en mettant en place des mesures incitatives, des mesures qui pourront permettre aux employeurs d'être assez réactifs quant à l'emploi réel des jeunes au sein des différentes entreprises. Ça, nous avons vraiment apprécié. Les communes ont besoin de l'implication beaucoup plus efficiente de l'État pour que nos réseaux puissent bénéficier d'un meilleur entretien, surtout que depuis quelques années, les programmes ont souffert, les programmes de réhabilitation ont souffert de la crise et nous souhaitons véritablement que des efforts soient faits, en particulier le cas de Koumassi fait école. Nous avons donc été instruits sur ces questions. Nous sommes donc appropriés le contenu de ces thématiques et nous allons nous faire fort de les mettre en pratique lorsque nous allons retourner dans nos communes. La question de la responsabilité des élus quant à l'entretien des voies urbaines et d'autres préoccupations, une façon de planter le décor avant l'adoption du budget et du programme 2018 de l'UVICOSI.
Et dans le domaine de l'environnement, la gestion des produits chimiques au cœur d'une réunion internationale. Ce sont 54 pays africains qui se sont réunis ici même à Abidjan pour plancher sur le sujet. On fait le point avec Grace Kando. Les produits chimiques sont utilisés dans plusieurs secteurs d'activité, tels que l'agriculture, l'industrie, l'élevage et la pêche. L'Afrique doit accorder toute l'attention qu'il faut à la gestion saine des produits chimiques et déchets. C'est le sens de cette rencontre qui réunit 54 pays africains. Elle porte sur l'approche stratégique de la gestion internationale de ces substances. Il faut qu'on ait des recommandations claires à l'endroit de tous les acteurs pour que vraiment une volonté manifeste soit exprimée à tous les niveaux, de manière à ce qu'on puisse juguler ces aspects néfastes de l'utilisation de ces produits chimiques, surtout sur l'environnement et la santé publique. Nous espérons avoir une vision commune qui va nous permettre d'aller de l'avant au-delà de 2020 dans le cadre de la gestion de produits chimiques et des déchets. Les populations sont exposées à des dangers car la majorité des pays en développement ne disposent pas de moyens adéquats pour la gestion des produits chimiques le long de leur cycle de vie. Pour faire face donc aux défis de la protection de nos populations et de l'environnement, les pays africains ont ratifié les conventions internationales sur les produits chimiques et les déchets en contenant. Ces conventions devraient nous aider à relever le défi de la gestion durable des produits chimiques et des déchets. La rencontre sera aussi l'occasion pour les points focaux de ces 54 pays africains de préparer la 5e conférence internationale sur les déchets dangereux prévue à Genève en 2020. Concernant le secteur agricole, l'année caféière 2017-2018 sera gérée par le Gabon. C'est l'information majeure de la 57e Assemblée générale de l'Organisation du café. Après 48 heures de travaux, les participants ont souhaité un engagement des pays pour soutenir les producteurs, nous dit Noël Niayo. La 57e Assemblée générale annuelle de l'OIAC, Organisation interafricaine du café, a clos ses portes. Les délégués venus de 17 pays sur les 25 contre l'organisation interafricaine sont unanimes sur une chose: l'Afrique doit se donner les moyens de relever 2 défis majeurs, améliorer la productivité et impulser une dynamique au niveau de la transformation. Si on veut assurer la durabilité de l'économie caféière en Afrique et de l'industrie caféière en Afrique, les éléments à prendre en compte, numéro 1, l'encadrement doit être renforcé. Par exemple, renforcer les coopératives. Au Brésil, par exemple, qui est le plus grand pays producteur, ce sont les coopératives même qui encadrent leurs membres. L'autre élément, c'est de faire en sorte que la productivité augmente. Vous savez, la productivité en Afrique est très faible, et en Côte d'Ivoire en particulier. Nous sommes à moins de 300 kilos l'hectare, alors que le Vietnam fait plus de 2 tonnes à l'hectare. Le Brésil fait environ 1 tonne, 600 tonnes, 700 à l'hectare. L'implication du secteur privé est importante. Et les recommandations se tournent autour de comment mieux créer l'environnement propice pour que le secteur privé puisse aussi accompagner l'État. Outre ces recommandations, l'Assemblée de Grand Bassam a fortement demandé la mise en place d'un fonds de soutien à la caféiculture. Autre fait à retenir de la 57e Assemblée annuelle, la désignation du Gabon à l'unanimité des participants pour l'année caféière 2017-2018. Quand on parle du café, le cacao n'est pas loin. Si l'Afrique ne pèse que 12% du marché mondial pour le café, au niveau du cacao, c'est 75%. Malgré ce poids, l'Afrique subit fortement le yo-yo du marché. Voilà qui a motivé la restructuration de l'Organisation africaine des pays producteurs de cacao, avec pour objectif de devenir placemaker. Le comité technique mis en place en mars 2015 est dirigé par l'Ivoirien Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base, a finalisé ses travaux le lendemain de la clôture de la 57e Assemblée. L'Organisation africaine des producteurs de cacao est composée désormais de 6 pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Cameroun, le Gabon et le Nigeria. Cette organisation a vu le jour en 1962
à l'initiative de feu Félix Houphouët-Boigny. Un institut polytechnique sous-régional bientôt construit à Abidjan. C'est un institut polytechnique canadien d'Afrique francophone sous forme de campus délocalisé. La nouvelle a été donnée par un groupe canadien de collèges communautaires au secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce projet sous-régional, selon les promoteurs, vient pour améliorer les perspectives de l'emploi et assurer la compétitivité dans l'espace UEMOA. Et l'Institut de recherche de mathématiques innove. L'Institut a dévoilé son plan stratégique. Il s'agit entre autres de l'utilisation des nouvelles méthodes mathématiques dans la résolution des problèmes économiques et sociaux. Patricia Omouetia. L'Institut de recherche mathématique d'Abidjan est un centre de recherche et de formation universitaire dédié à la didactique des mathématiques. L'IRMA est situé au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Sa vocation est d'utiliser les nouvelles méthodes mathématiques dans la résolution des problèmes économiques et sociaux à travers les recherches en mathématiques appliquées. Une passion pour ces jeunes filles férues de mathématiques. Avec les mathématiques, avec ma propre expérience, je pense que lorsque vous voyez les mathématiques déjà, vous vous dites que c'est compliqué, mais ça demande assez de temps. Et une fois que vous commencez à faire des exercices et à comprendre, du coup, tout ce mythe qui était autour lorsque vous avez vu la fiche de mathématiques devient quelque chose d'assez réaliste. Un actuaire, il travaille en banque. Il est le mathématicien, en même temps l'informaticien. Ici, on n'a pas d'école pour ça. Donc, je vais faire ça et puis après passer un concours pour aller dans une autre école pour faire ça. Pour remédier à cet état de fait, l'Institut de recherche mathématique d'Abidjan a été créé en 1975. Nous avons mis l'accent sur l'enseignement des mathématiques parce que nous avons estimé que les bons mathématiciens sont formés à partir du primaire et du secondaire. L'Institut de recherche mathématique réfléchit pour mettre en place un projet de développement des mathématiques en Côte d'Ivoire. La Société mathématique de Côte d'Ivoire fait beaucoup pour la promotion des mathématiques. Elle prépare des étudiants aux différents concours et olympiades internationales et nationales. L'IRMA a aujourd'hui besoin de repenser sa vision et ses objectifs. Ce séminaire est donc l'occasion pour tracer de nouveaux sillons pour la marche de l'Institut. Protocole et sécurité des hautes personnalités, cérémonies et sites est le thème d'un séminaire de formation des professionnels du protocole et des relations publiques. L'objectif est de renforcer les capacités des personnes qui travaillent dans le domaine. Il s'agit aussi d'harmoniser les pratiques en matière de protocole. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire souhaite mieux faire connaître sa mission de promotion des droits de l'homme et de coopération. C'est dans cette dynamique que la Commission a expliqué ses rôles, missions et actions à l'ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire, Walter Amadou Ouattara. Selon les responsables de la CNDACI, les portes de la Commission nationale des droits de l'homme sont ouvertes à toutes les personnes désireuses de savoir davantage sur l'institution. C'est ici le cas de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire qui a décidé de se rendre au siège de la CNDACI pour comprendre son fonctionnement, ses missions et avoir une nette idée des actions réalisées. Après 2 années de présence en Côte d'Ivoire, son Excellence Vladimir Baïkov s'est dit impressionné et exprime son intérêt pour les questions de droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Être plus près de la population. J'étais aussi très agréablement surpris par cette possibilité avec le numéro vert de bien avoir le contact direct. N'importe qui dans votre pays peut contacter à n'importe quelle heure. Pour la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est un honneur de recevoir une telle personnalité. C'est le début d'une collaboration entre la structure qu'elle dirige et la représentation diplomatique de la Russie en Côte d'Ivoire. C'est avec un grand plaisir que nous avons reçu l'ambassadeur pour échanger avec lui sur les questions de droits de l'homme à travers le monde. Nous avons profité pour partager la vision de notre pays en matière de droits de l'homme et je pense que nous nous sommes bien compris. La Commission nationale des droits de l'homme compte 22 commissaires centraux, 248 commissaires régionaux. En 2017, la CNDACI a enregistré plus de 1600 saisines, dont 603 directes. La commission est située à Cocody 2 Plateau, rue des Jardins. 800 00 888 est sa ligne verte.
Et puis toujours dans le domaine de la coopération, la Chine veut renforcer ses actions de développement en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire lors de la célébration du Nouvel An chinois. Konaté Moussa pour plus de détails. Les festivités du Nouvel An chinois, un prétexte pour célébrer la coopération sino-ivoirienne. Au cœur de cette collaboration, de nombreux investissements de la République chinoise en terre ivoirienne. On note entre autres la réalisation du barrage de Soubri, l'autoroute de Grand Bassam, le stade olympique d'Ebempi et le projet d'extension du port autonome d'Abidjan. L'année 2018 marquera le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Côte d'Ivoire. À cette occasion, la partie chinoise va travailler conjointement avec la partie ivoirienne à renforcer la coopération stratégique, approfondir la coordination pragmatique, développer des échanges culturels et humains afin de promouvoir le développement durable et sain des relations entre les deux pays à un niveau plus élevé. La Chine est devenue premier investisseur étranger et troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Représentant le gouvernement à cette célébration, le ministre Marcel Amontanou a présenté les vœux du peuple ivoirien à la Chine. Tous mes vœux de bonheur à la communauté chinoise en Côte d'Ivoire qui contribue au développement et à la prospérité de notre pays. Je voudrais enfin me réjouir de la perspective prochaine de la célébration des 35 ans de la coopération sino-ivoirienne le 2 mars à Abidjan. Et à cette occasion-là, nous pourrons faire le point de notre coopération et des perspectives. C'est en 1983 que la Côte d'Ivoire et la Chine ont signé un accord de coopération diplomatique. Depuis cette date, les deux pays continuent de renforcer leurs liens. Au Tchad, 10 partis d'opposition qui avaient soutenu un appel à manifester mardi des syndicats ont été suspendus pour 2 mois pour troubles à l'ordre public et incitation à la violence. Parmi les 10 partis suspendus figure le Parti démocratique du peuple tchadien, dont la marche a été avortée mardi dernier. Bientôt, plus d'eau dans les robinets de la ville du Cape en Afrique du Sud. Les années de sécheresse dans la région obligent aujourd'hui à une gestion ferme de l'eau. Quelques 200 points d'eau ont vu le jour pour permettre à la population de s'approvisionner chaque jour à hauteur de 25 litres d'eau par personne. Alexis Ouedraogo. Après 3 années consécutives de sécheresse, le Cap, la deuxième ville d'Afrique du Sud, s'apprête à vivre une situation inédite. L'eau pourrait ne plus couler au robinet. Familles et commerces seront alors contraints de faire la queue à 200 points d'eau pour obtenir une ration de 25 litres par jour, et ce, par personne. Ces robinets publics seront probablement gardés par les forces de sécurité pour éviter les débordements. À ce jour, les habitations épargnées par les coupures sont situées dans le centre-ville et dans les quartiers pauvres, déjà privés d'eau courante à domicile. Ça réduit votre temps. 2 heures de votre jour est dépensée pour recueillir l'eau. Les barrages, principales sources d'approvisionnement en eau du Cap, ne sont remplis qu'à 25% de leur capacité. Pour les experts, en dessous de 10% de remplissage, l'eau de ces barrages n'est pas utilisable. Réduire la consommation des foyers devient donc la priorité. La municipalité exhorte depuis le mois de février sa population à faire des efforts. Elle leur recommande de modérer la gestion des chasses d'eau et des douches. Une chasse d'eau consommant 9 litres, une douche d'1 minute, 10 litres. Nous essayons tous d'économiser de l'eau et si nous réduisons cette consommation, tout indique qu'elle a diminué régulièrement au cours des derniers jours. Le Cap, bordé par les océans Atlantique et Indien, réfléchit aussi à développer ses capacités de désalinisation. La première usine doit être opérationnelle ce mois-ci. Les fortes pluies sont aussi attendues. Elles pourraient éviter le jour J, mais elles ne sont pas attendues dans la région avant mai. Le gouvernement local lui assure que l'approvisionnement en eau des centres de santé publics et privés resterait pour le moment garanti. Et puis ce communiqué du ministre des Transports pour terminer, il revient qu'un agent du Fonds de développement du transport routier, au cours d'une conférence de presse, aurait déclaré que cette structure va procéder au renouvellement forcé et systématique des minicars appelés communément BACA. Laquelle déclaration a suscité beaucoup d'interprétations au sein des transporteurs en particulier et de la communauté nationale en général. Le ministre des Transports dément formellement cette information
et précise qu'il n'a jamais été question d'un remplacement forcé et systématique de quelque véhicule que ce soit. Par ailleurs, le ministre tient à rappeler que le programme de renouvellement du parc automobile en Côte d'Ivoire repose sur une adhésion volontaire des acteurs du transport routier. Il invite toutes les entreprises de transport routier désireuses d'adhérer à ce programme de prendre attache avec le FDTR en vue d'en bénéficier. Communiqué signé des mains du ministre des Transports, Amadou Koné. Et ce communiqué met fin à ce journal supervisé par Hervé Blé. On se retrouve ce soir à 20h. Merci de votre fidélité.